On se donne 1 minute avant de démarrer notre 3e atelier qui, je le vois, attire de plus en plus de monde. Donc, c'est une très bonne chose. Carole, est-ce que tout le monde est arrivé, tous nos intervenants? Je vérifie. Je vois Robert. Bon. Parce qu'une fois que ça démarre, il faut qu'on tienne le tempo. 1 heure. C'est le challenge pour nos ateliers. Oui, tous les intervenants, en tout cas du début, sont présents. Donc, je pense qu'on peut commencer. On peut commencer? Très bien. Bien. Alors, oui. Je vais partager le diaporama. Donc, la vidéo, la réunion est enregistrée. Je vous rappelle donc, que ces vidéos sont accessibles sur l'intranet dans l'onglet Qualité Sécurité. Les vidéos des des deux précédents ateliers sont déjà disponibles. Ce sont des réunions qui sont vraiment concises d'informations. Donc, si vous avez des questions, on les posera à la fin. Peut-être qu'on arrivera à répondre, peut-être que dans ce cas-là, on les centralisera et on vous proposera des réponses sous forme de FAQ. Donc, aujourd'hui, la thématique est sur la contention, toujours dans le chapitre 1, patient, certification. Voilà, normalement, vous avez accès au diaporama. Donc, pour introduire ce sujet, on va laisser la parole de suite à un représentant d'usagers, Monsieur Schank Robert, pour introduire le sujet des contentions. Bonjour, alors Robert Schank, je suis représentant des usagers et en tant que représentant des usagers, notre mission principale, c'est de veiller au respect des droits des usagers. Et parmi ces droits, tels que c'est affiché actuellement, il y a la liberté d'aller et venir. En commission des usagers, on procède à une analyse des événements indésirables graves et on peut remarquer que sur la douzaine de l'année passée, il y en a 5 qui sont en relation avec cette liberté d'aller et venir. On a eu 3 décès, 2 personnes qui sont passées par une fenêtre, une personne qui est tombée dans une fosse. Ensuite, on a eu une personne qui s'est blessée sur une sortie autorisée de son local. Et puis, on a même eu une personne blessée en essayant de passer par-dessus une barre de contention. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est volonté de la personne ou accident. On ne peut pas répondre à cette question. Et donc, on se doit d'assurer la sécurité des patients. Et un des outils principaux, effectivement, c'est la contention. Et malheureusement, il rentre complètement en opposition avec cette liberté d'aller et venir. Voilà, donc c'est le but du propos d'aujourd'hui. Merci. Carole, on t'a pas ton Merci, merci. Oui, micro. Merci Robert pour cette intervention. Effectivement, les contentions font vraiment partie des droits du patient et elles sont effectivement extrêmement réglementées, particulièrement en psychiatrie, mais on va tout de suite évoquer de quoi parle-t-on quand on parle de contention, à quoi ça sert exactement. Et pour cette présentation-là, nous avons le docteur Tourelle et je ne sais pas si on a le docteur Rometti, mais peut-être que, voilà, c'est parfait. Le docteur Rometti qu'on va laisser peut-être s'exprimer en premier. Alors, le docteur Rometti va exprimer surtout la partie psychiatrie. Donc, on vous laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous. Oui, moi, je suis praticien hospitalier en service fermé de psychiatrie. Et donc, nous, on a justement un usage de l'isolement et de la contention qui sont assez spécifiques. D'abord, en psychiatrie, contrairement aux autres disciplines, on ne contient pas sans isoler. C'est-à-dire que toute mesure de contention se fait obligatoirement dans un espace qui est dédié et un espace qui est sécurisé.
Ça, c'est une particularité, on le sait, puisque ce n'est pas du tout le cas dans les urgences ou en service de gériatrie ou dans toutes les autres disciplines. Cette pratique, elle a, de façon récente, vu ses modalités d'usage énormément évoluer. La législation s'en est beaucoup inquiétée et une des avancées majeures là, qui remonte à il y a 2 ans, c'est qu'avant, en tant que psychiatre, on prescrivait une mesure d'isolement et de contention. Et aujourd'hui, la loi est revenue là-dessus et il n'est plus question de prescrire, mais il est question de décider. D'accord ? C'est-à-dire qu'on décide d'une mesure d'isolement, on décide d'une mesure de contention. C'est-à-dire que dans cette évolution terminologique, on enlève, et la haute autorité de santé enlève le caractère thérapeutique d'une mesure de contention. Ça, c'est vraiment quelque chose qui change fondamentalement les choses. Alors, attention, en psychiatrie, en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas d'aspect thérapeutique à l'isolement et à la contention, c'est très discutable sur le plan purement psychopathologique, mais en tout cas, c'est ce que l'HAS souhaite en tout cas développer dans un souci évidemment de diminuer au maximum l'usage de ces pratiques. Et avec cette idée que désormais on n'est plus du côté de la prescription et on est du côté de la décision, vous avez bien compris qu'on passe un peu du caractère soignant à un caractère très sécuritaire. Et on est désormais en psychiatrie, quand on met en place une mesure d'isolement et une mesure de contention, on rentre dans un cadre légal qui est assez spécifique, c'est-à-dire qu'on est soumis à la législation qui s'applique à tous les lieux de privation de liberté. Et les lieux de privation de liberté, il n'y en a pas beaucoup en France, hein. Il y a la garde à vue, il y a les centres de rétention administratifs et il y a les services fermés de psychiatrie. Et au sein des services fermés de psychiatrie, vous avez en plus les mesures d'isolement et de contention. Et ça veut dire que nous sommes soumis à un devoir d'information des juges des libertés et de la détention pour chaque patient qui est hospitalisé sans son consentement et pour chaque patient qui est mis en isolement et pour lequel une mesure de contention est décidée. Donc, ça, c'est vraiment un aspect très réglementaire auquel on a dû se soumettre il y a 1 an de ça. L'idée étant évidemment de permettre aux patients de faire appel, du coup, puisque un juge intervient, de faire appel de cette décision pour pouvoir éventuellement regagner sa liberté, parce que comme le disait le représentant des usagers, c'est effectivement cette notion de liberté qui est au cœur de la problématique de la contention. Dans cette évolution légale, il y a d'autres choses qui ont été soulignées, et notamment la fréquence de surveillance et la fréquence de reconduction médicale de ces mesures. Hein, avant, on était pour les mesures d'isolement, en tout cas, de contention en psychiatrie, on était sur 12 heures. Je ne sais pas trop s'il y a des protocoles spécifiques en somatique, mais en tout cas, nous, c'était 12 heures, et aujourd'hui, c'est 6 heures. Donc, on est obligé de se déplacer au chevet du patient, hein, dans les services, les internes, nous, les seniors, toutes les 6 heures, pour réévaluer un patient qui va être contenu de façon, que ce soit de façon partielle, c'est-à-dire par exemple juste les membres supérieurs, juste les membres inférieurs, ou totale, avec notamment la ventrale en plus, toutes les 6 heures. Ajustement aussi légal désormais, les indications de mesures d'isolement et de contention décrites par la HAS sont désormais extrêmement limitées, il n'y en a que 2. C'est soit le fait qu'il y ait un passage à l'acte auto ou hétéroagressif, soit qu'il y ait une imminence d'un passage à l'acte auto et hétéroagressif. D'accord ? En dehors de ces 2 indications extrêmement précises, il nous est interdit en psychiatrie d'avoir recours à l'isolement et à la contention. Voilà. Et du coup, nous, au CHU Nice, pour s'adapter à cette nouvelle législation et à ces nouvelles mesures, on a travaillé avec la DINSI et on a mis en place sur Orbis, d'accord, un formulaire qui nous permet de prescrire, excusez-moi, encore un abus de langage, mais de décider d'une mesure d'isolement et de contention, et notamment de pouvoir travailler avec les équipes soignantes pour leur proposer des formulaires de surveillance très spécifiques, avec notamment, par exemple, la surveillance de l'état cutané du patient toutes les 2 heures. Et donc, on a pu mettre ça en place, et ce qui est un outil qui nous permet
aussi d'avoir une traçabilité impeccable de cette affaire et de tenir ce que la nouvelle législation aussi nous impose, c'est un registre. C'est-à-dire que chaque patient qui est isolé, contenu dans nos services de psychiatrie, rentre dans un registre et ce registre, on le tient à disposition de ce qu'on appelle les contrôleurs des lieux de privation et de liberté, qui peuvent venir le consulter de jour comme de nuit, 365 jours par an, pour savoir qui on a isolé, qui on a contenu et dans quelles conditions. Voilà pour vous dire un mot des contentions en psychiatrie au CHU de Nice. Merci. Donc, docteur Thorel, si vous pouvez compléter la partie en dehors de la psychiatrie. Bonjour. Alors effectivement, c'est parfaitement bien réglementé en psychiatrie. Par contre, dans les services de médecine, de chirurgie, de gériatrie, on est un petit peu hors cadre légal réel, puisque la seule chose qu'on ait, ce sont les recommandations de l'HAS qui datent de 2005 maintenant et qui parlent de la contention physique de la personne âgée, avec une définition qui va opposer la contention active à la contention passive. Alors, la contention active, c'est celle qu'on va utiliser avec, par exemple, le kinésithérapeute. Donc, c'est un choix thérapeutique. Et puis, la contention physique passive qui se caractérise par le fait qu'on va utiliser tous les moyens à notre disposition, matériel, méthode, vêtements, pour empêcher ou limiter les capacités de mobilisation volontaire de tout ou d'une partie du corps dans le but d'obtenir la sécurité pour une personne âgée qui présente un comportement estimé dangereux ou mal adapté. Alors, c'est assez vague. Toutes les équipes se l'approprient de façon assez différente. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les équipes où il y a une formation qui est mise en place, le nombre de contentions va diminuer très rapidement. Les équipes qui ne sont pas du tout formées vont avoir tendance à contentionner assez facilement le patient, sachant que en fait, dans les études médicales ou même dans les études paramédicales, c'est un sujet qui est peu abordé, voire tabou. Je dirais que c'est un peu un des paradoxes français. Si on prend la littérature anglo-saxonne, par exemple, il y a énormément d'articles sur la contention physique de la personne âgée. La plupart des établissements nord-américains ont dans leur livret d'accueil ou l'équivalent de livret d'accueil toute une partie qui va expliquer aux patients et à la famille que potentiellement on peut recourir à la contention et on liste parfaitement tous les moyens utilisables. Nous, on contentionne, mais par contre, on ne fait pas beaucoup d'études dessus. Et ce qu'on voit parfaitement, c'est que quand on fait des études dessus, les peu qu'on a, ce n'est pas les médecins qui participent aux études, c'est essentiellement les infirmiers et les aides-soignants. Je pense que peut-être on peut montrer là ce qu'on utilise comme moyen de contention pour savoir un peu de quoi on parle. Donc, on va avoir différentes possibilités. On va contentionner, alors contrairement à la psychiatrie, on n'a pas de chambre d'isolement, hein, donc on va contentionner le patient la plupart du temps quand ça se passe en médecine ou en chirurgie dans la chambre du patient, en espérant que ce soit une chambre seule. Et on va utiliser soit les contentions, ce qu'on appelle les contentions souples, pour immobiliser soit les poignets, soit poignets et chevilles. Des fois, on utilise un seul côté. Quand les patients sont au fauteuil, on va utiliser les harnais, de sorte de culottes pour que le patient ne se lève pas. Et ça comprend sur la diapo d'après, y compris ce qu'on a l'impression d'être totalement bienveillant, c'est-à-dire les fauteuils coquilles, où en fait l'objectif, c'est un peu comme la poussette pour les petits, c'est de les contenir dans ce fauteuil avec notamment, on voit l'adaptable et le rabat pour contenir le patient. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que les barrières de lit, sur la diapo d'après, je pense qu'on les voit, voilà, les barrières de lit sont considérées comme une contention physique et donc les barrières de lit sont aussi une prescription médicale.
Dans les services de soins où la législation n'est pas du tout la même, ce qui apparaît souvent, c'est que la contention, elle a lieu dans un premier temps par l'équipe paramédicale et en fait, la prescription médicale et donc la décision médicale se fait souvent dans un deuxième temps. Et ça, c'est particulièrement dommageable parce que bien souvent, quand on reprend le dossier le lendemain, il y avait des façons d'éviter la chose. Et ça, c'est ce qui est important parce que c'est toutes les recommandations et les arbres décisionnels qu'on va trouver pour essayer de comprendre comment on peut faire pour ne pas contentionner les patients. Voilà. Merci, merci pour toutes ces explications très détaillées. Alors, donc maintenant, on va voir un peu du côté des experts visiteurs, qu'est-ce qui ressort de tout ça, qu'est-ce qu'il est demandé. Donc, il faut savoir que si on reprend le manuel de la HAS, il y a 2 critères qui seront évalués dans la certification. Il y a un critère impératif qui est pour la psychiatrie, dans lequel vous voyez à l'écran les points d'attention des experts visiteurs. Donc, les mesures restrictives de liberté, donc que ce soit pratique d'isolement, contention, etc., du patient, après l'échec de mesures alternatives, ont fait l'objet d'une évaluation bénéfice-risque en équipe pluriprofessionnelle. Donc là, ils vont aller s'entretenir avec les professionnels pour récupérer ces informations. Ensuite, toute mesure d'isolement est une décision médicale et la pertinence des mesures restrictives est systématiquement évaluée et elle est réévaluée régulièrement durant le séjour. Là aussi, ils vont interroger les professionnels. Et en cas de restriction de liberté, le patient et ou sa personne de confiance ont reçu une information claire et explicite. Là, ils vont directement interroger le patient ou l'entourage pour savoir s'ils ont été informés. Donc ça, c'est un critère impératif pour la psychiatrie. Un autre critère qui est là standard, mais qui s'applique à tout l'établissement, dans lequel on retrouve aussi l'information donnée au patient et ou sa personne de confiance sur la motivation de la contention. Donc, ils vont aller aussi interroger le patient ou l'entourage, lors d'un patient traceur, par exemple. La contention mécanique fait l'objet d'une décision médicale précisant les modalités de mise en œuvre, donc les points de contention, diurnes ou nocturnes, durée, modalités de surveillance et d'évaluation. La motivation ayant conduit au recours à la contention physique est argumentée et tient compte des éventuels échecs des mesures alternatives antérieures et de l'évaluation bénéfice-risque, ce qu'on retrouve dans psychiatrie. Et la pertinence du maintien de la contention mécanique est obligatoirement réévaluée. Donc, ces 3 critères vont être, ce sont les professionnels qui vont être interrogés pour savoir si on répond bien à ces 3 critères. Voilà un peu donc ce qui ressort de ce manuel de certification. Et donc, vous l'avez évoqué déjà au début, mais qu'est-ce qui ressort un peu au niveau du CHU? Est-ce qu'on est conforme? Est-ce qu'on a des actions à mettre en œuvre sur ça? Et donc, ces points de difficulté qui nous sont remontés émanent d'un état des lieux des différents pôles réalisés par les ingénieurs et les cadres qualité, dans lequel on a pu vraiment avoir cette image de ce qui était fait au CHU. Donc, pour tout l'établissement, donc on se rend bien compte qu'il n'y a pas de politique transversale liée à la contention dans les services. Il n'y a pas de procédure institutionnelle. On retrouve dans certains secteurs des procédures très spécifiques, mais finalement, toutes celles qu'on retrouve, elles ne sont plus valables. En tout cas, elles sont périmées dans EnofDoc. Quand on interroge les professionnels, quand ils contentionnent, ils ne se posent pas forcément la question, ils ne réfléchissent pas autour du bénéfice-risque. On ne retrouve pas cette notion. Certains secteurs prescrivent fréquemment en si besoin. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas cette réflexion en amont. Et que ça devient assez systématique au final, cette prescription de contention. Donc, comme l'a dit Marina Torel, on retrouve souvent des prescriptions a posteriori, c'est-à-dire que la contention est à l'initiative du personnel soignant qui indique après au médecin qu'il a réalisé cette contention. Et donc, le médecin prescrit a posteriori. Ça arrive notamment la nuit.
quand le personnel soignant est seul, voilà, n'a pas d'interne ou de médecin à proximité. La prescription, lorsqu'elle est tracée, parce qu'elle n'est pas tout le temps tracée, mais lorsqu'elle est tracée, elle n'est pas descriptive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les détails, il n'y a pas ni la durée de la prescription, ni la justification, ni le matériel utilisé. Donc ça, on le verra après, hein, mais c'est aussi dû au formulaire existant, hein, qui n'est pas fait pour détailler toutes ces précisions. Au niveau de l'information, lorsque le patient est cohérent, en général, il reçoit une information. On lui explique pourquoi il va être contentionné. Par contre, si le patient n'est pas cohérent, on se rend compte que l'entourage ou la personne de confiance sont rarement informés. Ensuite, dans la majorité des services qui ont réalisé cet état des lieux, il n'y a pas de surveillance particulière mise en place après la contention. Et enfin, la pertinence du maintien de la contention n'est pas systématiquement réévaluée. Et enfin, pour spécifiquement à la psychiatrie, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, c'est beaucoup, comme le docteur Rometti disait, hein, c'est très cadré, donc on retrouve moins de difficultés. La difficulté qu'on peut rencontrer, et je pourrais peut-être laisser Maxime compléter, mais c'est quelques événements indésirables sur l'utilisation des chambres d'isolement. Maxime, si tu veux dire un petit mot avant de passer à la diapositive suivante. Avec le micro, ça serait mieux. Avec le micro, c'est mieux. Voilà. Bonjour à tous. Alors, Bonjour. oui, alors rapidement pour la psychiatrie, c'est vrai que, comme l'a dit le docteur Rometti, en psychiatrie, on contentionne et on isole en même temps, donc dans des chambres spécifiques, donc les chambres d'isolement, qui sont au nombre de 4, si je ne dis pas de bêtises, sur le bâtiment M, qui est là où on trouve la psychiatrie secteur fermé. Et au niveau réglementaire, ce qui ressort, c'est qu'il faut toujours une chambre d'isolement à minima inoccupée pour pouvoir isoler et contentionner du coup les patients du service. Or, ce qu'on voit, c'est que très souvent, toutes les chambres d'isolement sont occupées parce qu'il y a aussi voilà, des patients qui vont entrer, qui vont être imposés par la direction ou parce que parce que Sainte-Marie nous en envoie, parce que la pédopsychiatrie de Lanval nous en envoie, etc. Et du coup, ce sont des patients qui vont se retrouver en chambre d'isolement, mais qui nous embêtent sur ce côté-là, c'est qu'on ne peut pas garder H24 une chambre d'isolement inoccupée pour le service. Voilà, c'est juste ce petit point-là pour la psychiatrie. Merci Maxime. Donc Maxime Nespoli est l'ingénieur qualité du pôle neurosciences qui va poursuivre la présentation en indiquant ce qui existe au CHU sur le sujet. Oui, donc alors on a découpé voilà, ce qui existe pour la psychiatrie, ce qui existe pour l'établissement, et à chaque fois on a redécoupé ce qui est à destination des patients et ce qui est à destination des professionnels. Alors on va commencer par la psychiatrie à destination des patients. Alors ce qu'on a mis dans les deux cas, c'est la charte de la personne hospitalisée qui rend bien compte de cette notion de liberté d'aller et venir au sein de l'hôpital, qui est accessible normalement par tous les patients puisqu'elle est affichée dans tous les services, en tout cas dans tous les halls, dans tous les étages du CHU. Ce qu'on a spécifiquement sur la psychiatrie, ça va être un règlement intérieur qui existe sur les secteurs fermés, qui est signé à l'admission par le patient, qui a pris connaissance de toutes les règles un peu particulières qu'on a en secteur fermé. Et également, ce qu'on est en train de faire aussi sur la psychiatrie, c'est un livret d'accueil spécifique adapté à la psychiatrie, puisqu'on a le livret d'accueil générique du CHU de Nice, mais qui n'est pas adapté aux règles des services fermés notamment et de la psychiatrie en général. À destination des professionnels, donc pareil toujours pour la psychiatrie, on a un formulaire de prescription spécifique. Alors le docteur Rometti vous en a un peu parlé. On a élaboré pour répondre à la réglementation un formulaire Orbis spécifique pour la psychiatrie qui va reprendre en fait tous les attendus que vous avez vus juste en haut sur les critères HAS, la durée de prescription, qu'est-ce qu'on prescrit, quel est le nom, prénom du patient, la durée de prescription, la surveillance aussi qui est prescrite, l'objet de la décision médicale d'isolement de contention et également l'objet de la réévaluation et si elle est maintenue ou non. À chaque fois, on a un item pour justifier en fait cette décision, cette surveillance,
cette réévaluation et ce maintien, et aussi la levée. Donc, on répond à tous les critères et on a également sur le formulaire la possibilité de mettre qu'on en a informé le patient sur les raisons. Voilà. On a également, donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de la pancarte de surveillance, ça fait lien avec la feuille de décision, puisque quand on décide d'un isolement et d'une contention, on décide aussi des surveillances, docteur Motti vous l'a aussi dit, et on retrouve ces surveillances-là sur la pancarte Orbis. Et également, il y a la traçabilité voilà, dans l'évolution patient, c'est tout ce qui est remarques médicales, etc., où on peut tracer également que le patient a été maintenu ce jour-là, et aussi la levée, la réévaluation, etc., qui peuvent être tracés ici. Pour tout l'établissement, donc pour tout ce qui est hors soins sans consentement, pareil, à destination des patients, on a la charte de la personne hospitalisée qui est affichée dans tous les secteurs. Sur le livret d'accueil, il ne me semble pas, et ça sera peut-être à vérifier, il ne me semble pas qu'il y ait quelque chose sur la contention ou l'isolement sur le livret d'accueil générique. Donc, c'est vrai qu'on n'a que ça, entre guillemets, pour les patients. Et après, ça va être aux équipes, aux médecins, d'expliquer aussi pourquoi on contentionne le patient. Et ça, ce qui serait bien aussi, voilà, c'est de le retrouver dans Orbis, cette traçabilité de l'information au patient pour répondre aux critères de la certification. Et du coup, à destination des professionnels, pour ça, donc on a Orbis. Donc, il existe un formulaire de prescription sur Orbis, mais qui, d'après ce qu'on a vu dans tous les pôles, n'est pas, voire très peu connu par les professionnels. Il existe voilà, un formulaire, mais qui apparemment n'est pas non plus très bien détaillé. Et on va le voir après sur comment on peut pallier à ça dans ce qu'on va mettre en place. On a également en papier une feuille de prescription, une feuille de surveillance qui existe. Mais ça, comme vous le savez, voilà, c'est papier, donc c'est des feuilles volantes qu'on va retrouver un peu partout dans le dossier du patient et qu'on n'arrive pas à ressortir voilà, très rapidement. Et du coup, on peut faire voilà, la suite. Donc, qu'est-ce qui est en cours? Qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à tout ça? Donc, comme vous l'avez vu, en psychiatrie, on a un formulaire spécifique psy. Ce qu'on va essayer de faire avec la DINSI, c'est essayer de l'étendre à tout l'établissement. Donc, on a juste voilà, quelques critères spécifiques psy à enlever et entre guillemets, voilà, le formulaire existe déjà et on pense que ce sera possible assez facilement de l'étendre à tout l'établissement. Donc ça sera un travail qui sera fait avec la DINSI pour essayer d'adapter ce formulaire et le rendre dispo à tout le monde. Donc c'est le formulaire de décision et tout ce qui est aussi les prescriptions de surveillance pour les équipes soignantes. On aura également l'élaboration d'une procédure institutionnelle, donc pour pas qu'il y ait chaque service qui a sa propre procédure. Le but, voilà, ça va être de faire quelque chose de commun à tout l'établissement. Il y aura aussi tout ce qui est communication au niveau CME, commission de soins infirmiers, CDU, pour communiquer sur ces actions-là, sur ce formulaire, sur cette procédure. Et enfin, ça paraît spécifique à la psychiatrie, on va se mettre en conformité avec la communication du registre des isolements, notamment avec un passage en CHSCT et en CDU, en sachant que le registre des isolements, on peut l'extraire très facilement en psychiatrie grâce au formulaire Orbis, qui nous donne un Excel sur la période qu'on veut, avec la durée, le nombre de mesures, etc. Merci. Oui, en effet, le formulaire contention qui existe en psy, on va s'en servir, mais on va l'adapter. Avant de l'étendre, il faut qu'on l'adapte, qu'on le travaille. Okay. Donc ensuite, on va passer au partage d'expérience. Donc on va ressolliciter le docteur Thorel, le docteur Rometty si vous êtes toujours là, mais aussi d'autres services pour vous partager un peu ce qui est fait sur cette thématique. Alors peut-être, docteur Thorel, on va faire dans l'ordre. Si vous voulez revenir un peu sur au sein de votre service, comment ça se passe. Alors, nous, dans le service, on a des typologies de patients très, très différentes. Et ça va nous arriver, effectivement, d'avoir besoin de les contentionner. C'est à la fois des patients jeunes et des patients plus âgés. Donc, les motifs qui sont retrouvés le plus souvent, c'est effectivement l'agitation, c'est la dangerosité pour le patient, on verra ce que ça veut dire, mais ça peut être des choses beaucoup plus transitoires, comme la confusion aiguë sur les bolus de corticoïdes qu'on va utiliser.
Ça va être par exemple la nécessité de garder une voie veineuse périphérique, la sonde vésicale, la sonde de gastrostomie, le DVI, tout ça au milieu de la confusion du patient. Donc, la formation qu'on a commencé à mettre en place avec les infirmières et les aides-soignants, c'est essentiellement, certes, on peut être obligé de contentionner un patient, mais derrière, il va toujours falloir essayer de comprendre pourquoi le patient est agité. Et pour ça, je voudrais revenir, par exemple, sur quatre typologies de patients qui m'ont particulièrement perturbée, moi. C'est les patients, par exemple, qu'on va accueillir et qui ont une addiction à l'alcool, par exemple, et qui vont présenter assez rapidement une agitation dans le cadre du pré-d'été. On se rend bien compte que si on prévient ce sevrage, c'est excessivement rare qu'on ait à contentionner le patient. Par contre, si c'est quelque chose qu'on laisse passer, on va se retrouver parfois avec des patients très, très agités et un retard de prise en charge. Ça, c'est la première chose. Systématiquement, il faut chercher et bien avoir en tête que toutes les constantes et que tous les états pathologiques d'un patient peuvent entraîner une agitation et du coup un besoin de contention. Moi, j'ai le souvenir d'un tout petit bonhomme, d'un monsieur qui était arrivé, alors là, c'est plus sur les urgences, mais à la suite d'un accident de la voie publique dans un état d'agitation majeur qui fait qu'on avait dû le contentionner. On était un nombre impressionnant à essayer de le contentionner avec les sangles en cuir. Et en fait, c'était uniquement une hypoglycémie majeure. Et dès lors qu'on a resucré le patient, il a retrouvé un état de conscience tout à fait normal. Et donc, absolument pas besoin de sa contention. On a d'autres patients qui vont être agités, par exemple, parce qu'ils sont très, très angoissés, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans l'environnement habituel. Et parfois, le simple fait de trouver des adaptations, de laisser la veilleuse, de mettre le matelas par terre si c'est nécessaire, permet de ne pas du tout attacher le patient. Donc ça sous-entend par contre une formation de toute l'équipe pour accepter de sortir des sentiers battus, notamment sur la polémique qu'on a pu avoir nous dans le service du matelas par terre. Voilà, il balance bénéfice-risque entre l'hygiène et la contention du patient. Ça me paraît particulièrement important. Et la dernière situation qui me tient à cœur, c'est ce qu'on a été obligé de faire sur la période Covid. Donc, sur la période Covid, on a eu la moitié du service qui était des patients de médecine interne, donc avec des traitements immunosuppresseurs, des patients particulièrement fragiles, et l'autre moitié du service qui était des patients Covid. Donc, la séparation, elle est géographique. Une partie du U du service était les patients de médecine interne et l'autre partie du U était les patients de Covid. Et en fait, comme c'est souvent le cas sur le patient âgé, fragile, le fait d'avoir une infection Covid, d'être hypoxique, entraîne une confusion, ce qu'on appelle une confusion aiguë. Et on s'est retrouvé avec des patients qui déambulaient dans le service et qui étaient Covid, à qui il était impossible de mettre un masque. Et c'est des patients qu'on a été obligés de contentionner pour protéger les autres patients, parce qu'ils entraient dans les chambres, ils allaient se coucher dans les lits qui n'étaient pas les leurs. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup perturbés parce que voilà, on ne s'attendait pas du tout à ça et ça a été compliqué à mettre en place. Ça a été compliqué de rassurer les patients de médecine interne sur le fait qu'on faisait en sorte qu'ils ne soient plus embêtés et qu'ils ne soient pas contaminés. Mais voilà. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que la contention, ça fait partie du quotidien quasiment de tous les services de soins. Globalement, je pense que c'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance pour les patients, en ayant le sentiment qu'on fait bien et qu'on essaye de préserver la sécurité de tout le monde. Je pense qu'on a un gros travail à faire, on a un gros travail de traçabilité, on a un gros travail surtout de formation des différentes équipes, aussi bien sur le cadre législatif que sur les alternatives à avoir pour éviter la contention. Voilà. Merci.
le docteur Rometti, je ne sais pas si vous voulez compléter un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, juste un mot sur le. Alors, sur nous, effectivement, en psychiatrie, en pratique, le recours à ces mesures, il est fait évidemment, nous, systématiquement dans le cadre de l'urgence, puisque c'est uniquement quand il y a un passage à l'acte ou quand il y a une imminence d'un passage à l'acte, donc c'est-à-dire une situation de tension dans le service qui monte. C'est des mesures qui sont mises en application par l'intégralité des soignants, c'est-à-dire les infirmiers, les aides-soignants, alors parfois le cadre vient prêter renfort. C'est des techniques, on a à cœur de former en tout cas les soignants à ces techniques d'isolement et de contention, c'est-à-dire que ce soit au fait de pouvoir, si vous voulez, prendre de façon manuelle une personne qui s'agite et une personne qui se montre agressive, et aussi la technique très spécifique des contentions en cuir qui nécessite une certaine praticité avec un aimant, etc., pour pouvoir le faire dans les sécurités la plus totale. Ça, c'est pour la mise en place des mesures d'isolement et de contention. Mais ce qui nous tient très à cœur, et c'est assez avec beaucoup de bonheur que je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est des mesures qui sont de moins en moins utilisées dans nos services de psychiatrie. On a effectivement 4 chambres d'isolement et de contention sur les unités la plupart du temps, et heureusement elles sont utilisées uniquement par des impositions de patients en surnombre, et donc les patients n'y sont pas du tout isolés et contenus, sont juste là parce qu'il n'y a pas de lit ailleurs, ce qui est très inquiétant, mais on a pu faire diminuer ces taux de recours à ces techniques, et grâce à des choses, et ça, les peu d'études, et ça, je rejoins Marina Torel là-dessus, il y a très peu d'études, c'est un petit peu même en psychiatrie, ça reste quelque chose qui est un petit peu disgracieux et dont on n'aime pas trop parler, mais on sait que c'est en formant les médecins, et c'est en formant les équipes de soins aux techniques de désescalade, à la prise en charge thérapeutique, pharmacologique, de l'agressivité, de l'anxiété, des situations de crise, que l'on obtient vraiment une baisse drastique du recours à ces mesures-là. Voilà, donc ça, je voulais quand même vous faire part de cette avancée qu'on avait réussi à mettre en place depuis quelques années en psychiatrie. Merci. Alors, le troisième retour d'expérience, bon, malheureusement, le service s'est excusé, mais donc on ne va pas avoir l'occasion d'avoir un partage d'expérience sur ce secteur. Cependant, bon, ça nous semblait intéressant de vous faire partager voilà, sur ce service, même si c'est très spécifique, mais en fait, ils ont vraiment une philosophie autour de la contention. Donc, ça nous semblait intéressant de vous faire partager ce qui se pratique en médecine intensive et réanimation, mais malheureusement, ils ne peuvent pas se rendre présents. Donc, on va passer à la 4e intervention, le pôle RAF, pardon. Je vous laisse la parole, Madame Vessière. Bonjour à tous. Alors, je suis en présence de mes cadres de santé, Nadine Frigara et Nathalie Henry, et on vous a fait un petit PowerPoint sur notre retour d'expérience concernant la contention. Alors, attendez, il faut que je retrouve ici, voilà. Le temps que ça charge. Est-ce que je peux mettre en plus grand le présentateur peut-être? Là, c'est bon, on voit très bien. Est-ce que vous voyez? Ok, parfait. Oui. Alors, je vais laisser la parole à Amandine. Ou à Nathalie, pardon. Bonjour. Donc, on a fait un état des lieux de ce qui est utilisé en gérontologie. On est parti sur quel type de contention pratiquons-nous. Donc, en règle générale, la contention est appliquée chez nous souvent par rapport au risque de chute de la personne âgée.
Par rapport aussi donc aux agitations, donc le patient qui peut être agité, confus, qui aura des troubles du comportement, et le patient qui déambule. C'est vrai que chez nous, les patients déambulent beaucoup, rentrent dans les chambres des autres patients, certains ont peur, enfin voilà. Donc, c'est les principaux cas donc, de contention qu'on peut utiliser dans notre service et en gériatrie. Donc, quel type de contention? Donc, généralement, on a la contention chimique. Donc, au départ, on essaye toujours, avant de contentionner un patient, donc d'essayer de le calmer. Donc, on va lui donner, en règle générale, un petit peu de diaprisade si besoin, du Seresta pour diminuer ses angoisses. Et si ça ne marche pas, on passera donc à la contention physique. Donc, les principaux types de contention donc, qui peuvent être utilisés ce sont les barrières de lit. Bon, c'est vrai que les barrières de lit sont utilisées en règle générale pour mettre en sécurité le patient, pour éviter qu'il chute, même si on sait que de temps en temps, les barrières de lit ne sont pas forcément une barrière pour éviter la chute, justement, puisque beaucoup de patients ont tendance à enjamber et à vouloir sortir du lit quand ils sont agités. Mais bon, c'est vrai que pour le personnel et pour nous, c'est toujours une sécurité de savoir que le patient ne peut ne pas tomber du lit, ne serait-ce qu'en dormant ou pas au caisse. Après, donc, on va avoir les patients qui vont être contentionnés au fauteuil. Donc, ces contentions sont souvent pelviennes. Elles sont souvent aussi en lien avec le risque de chute et aussi pour pouvoir calmer les patients qui sont un petit peu confus, désorientés, pour justement éviter qu'ils déambulent et éviter qu'ils chutent. Après, on a les contentions au lit. Donc, ça, c'est pour les patients auxquels la contention chimique n'a pas été efficace. Et donc, dans ces cas-là, on va les contentionner donc, au lit. Donc, ça, c'est une prescription qui va se faire donc, par les médecins et où donc, on attend souvent la prescription des médecins pour pouvoir donc, les attacher, entre guillemets, les contentionner. Donc, soit au niveau des poignets, des chevilles, et éventuellement, on essaye aussi un petit peu de mettre des muscles si possible, pour éviter qu'ils ne se blessent, puisque derrière la contention, il y a toujours des risques d'escarres, des risques de blessures, des risques de plaies. Aussi, donc, voilà. Par rapport à l'état des lieux sur notre pôle, c'est vrai que la décision de contention, généralement, émane des équipes qui, pour les patients, donc c'est souvent les équipes qui disent oui, celui-là, on n'arrive pas à le gérer. Donc, ce sera les aides-soignantes ou les infirmières qui vont d'abord en parler aux médecins et les médecins qui vont donc, en discutant avec l'équipe, prendre la décision de poste de contention. Donc, elle sera formalisée soit lors des staffs, soit des réunions pluridisciplinaires, mais argumentée aussi de toute façon. La prescription se fera sur Orbis où il y a juste l'encoche prescrite contention, c'est tout, par le médecin. Après, c'est vrai que bon, la prescription n'est pas toujours retrouvée sur Orbis, mais bon, généralement, quand les médecins, en fait, ce qu'il faut faire, c'est surtout, je pense, informer les médecins et les former à la prescription, surtout les internes qui ont tendance à ne pas connaître les démarches pour la prescription de contention, parce que je pense qu'ils n'ont peut-être pas eu la formation adéquate pendant leur parcours de médecine. Donc, en cas de prescription, cette décision ne sera prise que par les différentes modalités de mise en œuvre, telles que les moyens de surveillance. Donc, c'est vrai que nous, on a peu de moyens de surveillance, l'évaluation n'est pas faite et la durée de prescription n'est pas prescrite. Généralement, les médecins nous marquent contention si besoin et du coup, après, c'est évalué avec l'équipe, mais ce n'est pas reconduit et ce n'est pas stoppé surtout par rapport à la fin de contention. Les médecins, donc... Pardon, j'ai avancé trop loin. Les médecins peuvent prescrire par contre les barrières et tout ce qui est
contentions abdominales ou pelviennes ne sont pas prescrites, mais par contre, quand il s'agit d'une contention au lit, on prescrit souvent, les médecins prescrivent au niveau des poignets ou des pieds, ou donc généralement, c'est plus souvent prescrit en tous les cas. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, donc la levée des barrières et les barrières ne sont pas considérées en tous les cas pour nous pour des contentions, même si de toute façon, ça l'est. Après les modalités de surveillance et de réévaluation, on n'a pas de surveillance particulière mise en place dans le service. Donc, par rapport à la psychiatrie, donc ça a été dit tout à l'heure que c'était une surveillance toutes les 6 heures. C'est vrai que même si ce n'est pas tracé, on fait des tours régulièrement de toute façon. Donc, les patients sont quand même observés et surveillés, même si cela n'est pas tracé. La pertinence du maintien de la contention, donc, comme je dis tout à l'heure, n'est pas systématiquement réévaluée. Et certains médecins prescrivent une contention sur plusieurs jours. Donc, la durée, on n'a pas de délai de contention donc, quotidienne en tous les cas. Et l'arrêt de la contention, par contre, là, c'est vrai qu'elle n'est pas tracée, en tous les cas, dans nos services. Information du patient et de la personne de confiance, donc par rapport à son entourage. L'information du patient est réalisée, c'est-à-dire que le patient qui s'agite, on commence à lui dire si ça ne va pas, si ça continue, on va être obligé de vous contentionner pour vous calmer. Mais par contre, elle n'est pas tracée. L'entourage, la personne de confiance ne sont pas systématiquement prévenus. Par contre, ils sont informés dès qu'ils viennent, en tous les cas, et on leur explique pourquoi est-ce qu'on a été obligé de contentionner la personne pour pouvoir le calmer, pour éviter donc qu'il chute, ou alors parce que le patient déambule trop et qu'on ne peut pas, dans un service ouvert, on ne peut pas surveiller tous les patients, c'est vrai, et derrière ça, on a aussi le risque de fugue du patient qui déambule et qui a tendance donc à sortir du service. Et du coup, ça pose des problèmes aussi. Et en cas de refus de la famille, par contre, ça nous est déjà arrivé, la volonté de la non-contention est respectée dans le service. C'est-à-dire qu'un patient, une famille s'oppose à ce que son patient soit contentionné, on respecte le choix de la famille. Du coup, comme vous le voyez, on a énormément de choses à améliorer parce qu'on ne peut pas dire que cet état des lieux soit vraiment voilà, en conformité. Donc, du coup, on a proposé un plan d'action au niveau du pôle, notamment la mise en place d'un algorithme décisionnel pour envisager une contention. Je vais laisser la parole à Amandine. Donc, bonjour à tous. Déjà, au niveau de l'évaluation, ce serait de rechercher une raison à ce trouble, une cause environnementale, une raison médicale. Si ce trouble est dangereux pour le sujet, à ce moment-là, on pourrait intervenir, mais avant de mettre en place des contentions, d'identifier la cause, donc éliminer une cause organique, un globule vésicale, une constipation, et trouver des alternatives à la contention, c'est-à-dire avoir une attention particulière envers le patient, le rassurer, le réorienter, le réconforter, prendre du temps avec lui, rester un petit peu avec lui auprès de lui, mettre en place des activités occupationnelles, lui faire travailler ses sens, par exemple, mettre en place le goût au niveau de l'alimentation, de trouver des occupations, des alternatives, des occupations pour voir si éventuellement ces alternatives fonctionneraient. Donc, si ces moyens sont efficaces, à ce moment-là, on n'a pas à utiliser les contentions. En revanche, si elles ne le sont pas, à ce moment-là, on peut mettre en place des contentions. Ensuite, on souhaiterait avoir, donc on est dans l'attente d'une procédure institutionnelle sur la conduite à tenir en cas de contention. Donc, on attendra de voir ce qu'on peut mettre en place. Et aussi, voilà, un sujet, sensibiliser les équipes médicales et paramédicales sur le sujet. Parce que je pense que, oui, comme tous les intervenants ont dit, c'est une chose très importante, je pense. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour tous ces échanges, ces partages. On va finir sur les points de vigilance. Je repartage mon diaporama pour ça.
Et Madame Mazar, je vous laisse la parole. Bonjour, Véronique Breuil à l'appareil. Enfin, à l'appareil. Vous m'entendez? Oui. Oui, une question. En fait, une des grosses difficultés, effectivement, la formation des équipes avec un turnover quand même très important. Est-ce qu'il y a au niveau institutionnel un projet de faire une petite formation obligatoire pour les personnels arrivant dans l'établissement et pour ceux qui sont déjà là, vu qu'ils n'ont jamais eu, de proposer ce type de formation? Alors, Madame Breuil, bonjour, merci pour cette intervention. Je pense que effectivement, ça fait également partie des choses qui ont été évoquées durant l'atelier, c'est-à-dire le besoin de formation et de rappel des fondamentaux, si j'ose le dire ainsi, et en tout cas pour les nouveaux arrivants. Alors, je ne sais pas, alors peut-être qu'il y a des cadres de santé là en présentiel, je ne sais pas si ça fait partie du programme de formation pour les nouveaux arrivants. Mais si ça n'a pas été noté par ailleurs, je pense que c'est une bonne idée d'intégrer un petit flash information sur les contentions au niveau de nos nouveaux arrivants et d'un programme de formation permanente sur le sujet. Je pense que ça serait tout à fait intéressant puisqu'on a déjà des formations sur le droit des patients que nous travaillons dans le cadre avec les relations avec nos relations avec les usagers et nos représentants de RU. Donc oui, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Mais peut-être que ça existe déjà par ailleurs au niveau de l'accueil des nouveaux arrivants. Et juste un point, c'est vrai que donc nous, en service de rhumatologie, on a des patients qui sont fragiles, même au sens physique du terme, c'est-à-dire qu'ils peuvent se casser. Et je pense pas, mais je vais aller faire du coup un petit tour dans le service, que la notion que les barrières puissent être vécues comme une contention, que le patient et la famille soient informés officiellement si le patient n'est pas en capacité de recevoir l'information, je suis pas sûre, c'est pas fait dans un but de contention, c'est souvent fait pour que le patient ne tombe pas, si vous voulez, de la même façon au fauteuil, quand ils viennent de se faire une fracture vertébrale, qu'on les met au début sur le fauteuil. Alors, c'est pas systématique, hein, mais il y a certains patients, bon, on n'a pas envie qu'ils glissent. Et donc, voilà, il y a un drap. Alors, c'est pas forcément les contentions avec les culottes comme ça a été monté qui sont mis en place, hein, c'est rare. Mais voilà, il faut pas que le patient tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je vois, c'est que ça doit être formalisé comme une contention officielle. Alors, un des problèmes, Madame Mazar, c'est effectivement la fragilité, on va dire, des équipes. Et si j'ai bien entendu, et moi je suis mais 100% d'accord, hein, si c'était possible, sur un patient agité, bon, aller plus souvent le voir, prendre soin de lui, bien sûr, hein, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Malheureusement, actuellement, les effectifs, les tableaux des effectifs attribués pour 14 patients, une infirmière, un aide-soignant, ça rend difficile souvent cette attention permanente, surtout dans des services d'hospitalisation aiguë, où il y a des soins aigus, où il y a une rotation des patients importante et des entrées, et ce qui est parfait sur le papier, dans la pratique, je m'inquiète un peu. Alors, on va effectivement, merci pour cette intervention, Madame Breuil. On ne va pas refaire le débat du contexte, hein. Je rappelle, l'objectif de l'atelier, c'est de prendre des sujets qui sont des sujets effectivement à risque, hein, puisque une contention, ça peut être un sujet à risque, de voir effectivement de pouvoir ouvrir une présentation sur qu'est-ce qui se fait au CHU de Nice, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est en cours. Après, effectivement, les problématiques qui font que le contexte n'est pas favorable au respect absolu de la règle est un paramètre qu'il faudra qu'on prenne en compte, mais on se resitue là pour le coup et bien évidemment, hein, je répète, ces ateliers ne sont pas exclusivement faits pour la certification, mais sont également faits pour mettre en évidence des sujets qui risquent d'être particulièrement regardés pendant notre visite de certification. Et c'est vrai que ce sont ces sujets qui font l'objet quand même de cette
cette sensibilité qu'il faut avoir sur la thématique, indépendamment d'un contexte ou indépendamment d'un paramètre particulier. Donc, moi, je ne reviendrai pas sur le sujet du drap ou de la barrière, mais effectivement, alors je laisserai le docteur Torel et le docteur Rometti également répondre, mais ce sont des contentions, ce sont des moments où on va priver le patient de sa liberté d'aller et de venir, indépendamment du contexte, indépendamment de l'élément clinique qui fait qu'on arrive à ce stade-là, mais ce sont des éléments qui sont des éléments à valider sur le plan de l'équipe et à décider, hein, pour reprendre les propos du docteur Rometti. 2 secondes, si vous voulez, docteur Rometti ou docteur Torel, répondre à votre confrère peut-être, mais après on conclut puisqu'il est 27 et que la règle du jeu, c'est de tenir dans l'heure. Je crois que le docteur Rometti est parti. Donc effectivement, les barrières sont considérées comme une contention au même titre que le reste. Dans les recommandations de la HAS, les choses sont assez claires. C'est-à-dire qu'on n'est plus censé utiliser, si on a d'autres moyens à notre disposition, bien entendu, le drap pour contentionner le patient, puisqu'on a conjointement entre l'HAS et l'Agence de santé du médicament des recommandations pour utiliser en systématique le harnais pelvien pour éviter la chute. Et en ce qui concerne les barrières, les recommandations, c'est de n'utiliser que la demi-barrière des 2 côtés si nécessaire pour éviter que le patient ait à l'enjamber pour sortir du lit, en partant du principe que la glissade du lit est moins dangereuse que la chute en enjambant les barrières. Alors effectivement, le personnel, que ce soit médical ou paramédical, est très rarement formé et informé du fait que les barrières sont une contention, mais c'est le cas. Et je crois surtout que le travail qu'on a à faire, c'est de passer de la bienveillance et de l'argumentation médicale à la réflexion quant à la nécessité de la contention du patient. Donc, il y a pas mal d'études, notamment nord-américaines, qui montrent à quel point le fait de contentionner le patient diminue sa force musculaire. Une semaine de contention, de non-mise au fauteuil et de non-mobilisation, c'est à peu près 15% de la perte musculaire globale. Donc, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Personnellement, je trouve ça très, très intéressant de changer notre façon de voir les choses. Par contre, je voudrais vraiment intervenir sur le fait et mentionner le fait que ça, globalement, c'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance. Oui, tout à fait. Hein. On est là pour soigner les gens. Hein. Donc c'est bien, je pense que l'objectif est atteint encore ce matin, c'est-à-dire qu'on a re-questionné les pratiques. Le docteur Breuil disait, hein, justement, moi je vais aller faire un tour un peu dans le service parce que du coup l'intérêt de ces ateliers aussi, c'est de questionner la pratique. Et donc plus on étendra ce questionnement de la pratique, plus on ira dans le sens du docteur Torel et du docteur Rometti, c'est-à-dire comment faire pour éviter ces contentions. Et bien évidemment, hein, on ne met absolument pas en doute toute la bienveillance que vous exercez autour de cette décision, parce que c'est quand même pas anodin d'attacher un patient quel qu'il soit et d'utiliser ce type de matériel. Alors, je pense qu'on va conclure parce qu'il est 10h30. Donc, les points de vigilance que je souhaiterais apporter, et bien évidemment, hein, n'importe qui d'entre vous aurait pu faire cette conclusion, mais voilà, la tâche m'a été confiée, c'est effectivement avoir ce niveau de sensibilité sur le sujet, c'est-à-dire c'est vraiment pas un sujet anodin hein, qui se définit par le si besoin entre guillemets en fonction d'une situation. Donc j'ai bien entendu sur le pôle RAV le travail que vous souhaitez mener encore pour éviter que ce soit juste prescrit avec toute l'attention que vous apportez, mais d'aller derrière un peu plus sur un arbre décisionnel, sur des sujets. Alors on sera tout à fait attentive aux évolutions qui seront données par rapport à cette thématique. C'est vraiment tracer la recherche des mesures alternatives. Hein. Donc, cette notion de traçabilité va être regardée de très près. Les mesures alternatives réalisées avant la contention. Et vous l'avez dit, il y a plein de choses qui se font, mais ce n'est pas forcément tracé. Donc, bon, pour la visite des experts visiteurs, en tout cas, cette notion de traçabilité est importante, de bénéfice-risque, d'information du patient et ou de son entourage. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir
en tête pour pouvoir effectivement être en conformité avec la pratique qui nous est demandée et celle qui est exigée, puis tracer tous les éléments de la contention. Donc on l'a dit tout à l'heure sur Orbis psychiatrie, il y a beaucoup d'éléments de détail, peut-être qu'il y en a trop pour les services autres que psychiatriques, donc il faut effectivement que la décision médicale soit argumentée. Quel type de contention, combien de temps, à quel moment on la commence et à quel moment on l'arrête. Donc voilà, ce sont des éléments de vigilance. Alors ces éléments de vigilance, et je remercie vraiment les médecins et les soignants qui y participent parce que il y a une vraie, enfin on s'est rendu compte quand on a lancé ce sujet de contention qu'il y avait une vraie réflexion qui était nécessaire encore au CHU de Nice sur ce sujet-là. Alors le docteur Torel et le docteur Rometti et d'autres, docteur Breuil, si vous voulez faire partie du groupe de réflexion institutionnelle, nous allons retravailler à essayer de formaliser quelque chose, tant au niveau d'une procédure institutionnelle qui n'existe pas vraiment, que d'une formation au niveau des instances, CME, CDU, c'est ce qu'on disait en début d'atelier. Donc, merci à toutes ces personnes qui, au fur et à mesure de ces ateliers, finalement, se mobilisent pour travailler sur ces sujets qui sont fort importants. Et donc, comme le disait Carole en introduction, vous retrouvez tous ces éléments, mais surtout, compte tenu de la sensibilité du sujet, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire remonter des informations. Parce qu'en fait, en dehors des ateliers, on récupère l'ensemble des données. On a organisé le pôle pour pouvoir récupérer des éléments d'information. Et là, Carole vous montre l'adresse sur lesquelles vous pouvez faire remonter vos informations. En vrac, on s'en fiche, ou d'appeler Carole, ou de m'appeler, enfin peu importe, de façon à récupérer des données, récupérer des difficultés pour qu'on puisse répondre. Les 2 premiers ateliers, on a déjà travaillé sur directives anticipées. On est en train de répondre aux questions qui ont été posées sur le second atelier. Donc, voilà, il va y avoir des suites sur tous ces ateliers et on pourra tout à fait refaire un débat sur la thématique dans un autre cadre que ces ateliers, mais lancer un débat, je pense qu'on trouverait de la matière à améliorer cette pratique. Voilà. Merci encore à tous ceux qui se sont mobilisés. Carole, est-ce qu'on pourrait peut-être récupérer la présentation pour la réa, peut-être une petite vidéo filmée ou autre, de façon à pouvoir l'intégrer dans le support qu'on laissera sur le site? Oui, je vois Maxime qui dit oui, donc on va faire ça. Ok. Bon, bah, on va faire ça. Oui, de faire une petite séquence, comme ça vous aurez le retour de tous les ateliers. Docteur Torel, merci vraiment. Je pense que vous aviez préparé un diaporama également. Si on peut le récupérer, puisqu'il y a eu la présentation du diaporama du pôle RAV, si on peut le récupérer, on le mettra également sur le lien, de façon à ce que tous les éléments soient regroupés. Et n'hésitez surtout pas à faire remonter vos questions ou vos informations. Et on va continuer à travailler avec le petit groupe qui s'est positionné sur la thématique en lien avec le docteur Torel et puis Maxime Jourdan, l'ingénieur du pôle. Et puis, si d'autres personnes veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. Merci. Voilà, merci. Peut-être pour conclure, je vais vous annoncer la prochaine thématique. Donc, il s'agira de la thématique prise en charge médicamenteuse dans 15 jours. Donc, c'est le lundi 21 mars à la même heure, 9h30. On Avec vous enverra bien sûr une invitation. Avec le même format. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas à nous faire remonter vos commentaires sur ces petits ateliers parce qu'on pourrait même les poursuivre au-delà de la certification sous une forme différente qu'on pourra étudier ensemble. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.